c'est bon. C'est bon? Ça enregistre? Ah oui, ça enregistre. Ah, ok. Ah, voilà, parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stronger le podcast enregistré en direct à Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on parlera, donc bien sûr, moi aussi je voudrais être dans les 28 degrés qu'il y a à Paris dehors au soleil. Mais non, aujourd'hui on parle de choses sérieuses, des choses intéressantes, des choses pour sensibiliser à un sujet très important qui est le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement représente aujourd'hui 40% des jeunes qui affirment s'être fait cyberharceler au moins une fois, que ce soit par des photos, des messages, des diffusions d'images intimes, d'usurpation d'identité, etc. On parlera avec Dalila. Bonsoir Dalila. Bonsoir. Avec Kayla, Xavier qui est du coup qui fait partie de l'association SS Homophobie, et Dalila et Kélan qui nous parleront de leur expérience personnelle, et également Chigo et Johan qui seront pas là aujourd'hui mais qui seront en diffusion audio. Du coup, j'étais au collège en 3e à peu près. Ça a commencé, je suis passée d'une taille 36 à une taille 46 en moins d'1 an. Du coup, les adolescents, ils sont pas très très sympas entre eux. Et en même temps, je me suis disputée avec mon groupe d'amis. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé le cyberharcèlement sur Facebook. D'accord. Parce que c'était les débuts de Facebook. Et voilà. Et qu'est-ce qui se disait sur ces groupes Facebook Du coup, il y a eu la création d'une page qui s'appelait Anti-Boule de Max. C'était moi, Boule de Max. C'était toi, Boule de Max. C'est quoi Boule de Max? C'est quoi, J'en ai aucune idée. Ah, ok. Donc... Je sais que ça s'apparente à Moby Dick et Bibendum parce que c'était récurrent, ça aussi. Ok. Mais du coup, j'ai un surnom, Boule de Max. Et comment tu as découvert qu'il y avait cette page? En allant sur les commentaires des photos, les trucs comme ça, au final, il y avait des liens qui allaient l'un avec l'autre. Je sais pas trop comment je m'en suis rendu compte, mais en suivant les pages, j'y suis arrivée. Et il y avait beaucoup d'insultes, beaucoup de « à mort les gros »,« à mort Dalila », des trucs comme ça. Et voilà. qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu t'es sentie à cette période de ta... Je me suis sentie grave fraîche. C'est pas du tout la réponse attendue, mais non, je me suis dit que ces personnes-là, elles avaient du temps à perdre et que ce temps qu'elles avaient à perdre, c'était avec moi. Donc moi, je pars du collège, j'ai pas du tout le temps pour eux, vraiment. Et au final, elles créent une page Facebook. Toute la journée, elles commentent des trucs sur moi, elles me mettent des insultes sur moi. Je suis une famous. J'ai pas réalisé l'impact que ça avait, j'ai pas réalisé ce que c'était. Je me suis juste dit, s'ils ont du temps à perdre, autant que moi je le prenne positivement, que ça m'apporte quelque chose et que ça endurcisse mon caractère au final. Okay. Oui, parce qu'au final, t'en as parlé à personne. Non, j'en ai pas parlé, mais comme je t'ai dit, je voyais pas que c'était quelque chose de mal. Ça n'existait pas encore vraiment le cyberharcèlement à ce moment-là. Le terme n'était pas encore... Ouais, enfin, on nous en parlait pas, il n'y avait pas de sensibilisation autour de ça. Même le harcèlement tout court, c'était pas quelque chose dont on parlait. Et du coup, moi, je voyais pas le mal que c'était. Enfin, je me disais, ça, c'est des gens qui ont du temps à perdre. Et s'ils ont du temps à perdre sur moi, autant que je kiffe. Moi, je me sens fraîche. Merci, Daïla, pour ton témoignage. On fait un plaisir, Daïla. De rien. Donc, c'est vrai qu'à l'école, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de faits de harcèlement et maintenant de cyberharcèlement avec l'arrivée de nouveaux médias digitaux. Donc, à l'école, il y a 3 règles qui dirigent un peu. Il y a la loi du plus fort, la loi du silence et aussi la non-assistance en personne en danger. Je pense qu'on est d'accord que quand il y a par exemple une bagarre au collège, tout le monde se précipite pour voir ce qui se passe, mais très peu de personnes se précipitent pour séparer ce qui se passe. Donc après, il y a beaucoup de ça. On n'ose pas forcément s'interposer, on n'ose pas forcément dire quelque chose, mais il faut qu'on se rende compte que ne pas agir, c'est agir. Et en étant juste passif face à des situations de harcèlement, on contribue justement à la montée de ces phénomènes. Aujourd'hui, la loi n'est pas forcément un très bon moyen pour pouvoir lutter contre le cyberharcèlement, on peut le dire. Quelqu'un qui est victime de cyberharcèlement peut être poursuivi pour jusqu'à 15 000 € d'amende si la personne qui a été harcelée a subi un préjudice qui va de 1 à 8 jours d'incapacité totale de travail. Donc en fait, pour te faire rembourser ou dédommager de ce qui t'est arrivé, il faut que tu puisses pas être en capacité de travailler ou t'as perdu une jambe, quoi. Voilà. Donc c'est pas possible. Qui connaît Bodyguard ici? Personne connaît Bodyguard. Tu connais Bodyguard?
On va passer le micro à Xavier. Donc, Xavier, est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais sur Bodyguard? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Bodyguard, c'est une application donc, qu'on peut utiliser sur quel que soit, on va dire, Play Store ou que ce soit donc, Android ou iOS. Donc là, ça vous permet de pouvoir bloquer. Vous pouvez bloquer tout ce qui est propos LGBT-phobe ou ratio à votre compte si vous avez un compte Twitter, mais maintenant c'est aussi compatible avec Instagram. Donc c'est assez simple à utiliser parce qu'il y a deux formats, soit un format gratuit, mais ça reste quand même efficace, ou un format payant. Et la personne qui, hélas, a dû l'utiliser pour se protéger assez récemment, c'est Bilal Hassani, qui recevait très 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 régulièrement des menaces, que ce soit sur son compte Facebook, sa page YouTube et son compte Instagram. Et donc là, ça permet de filtrer, mais aussi d'avoir des traces, parce que ce qui se passe, c'est la question de la preuve sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Et s'il n'y a pas un moyen de pouvoir garder une trace, comme ça, moi, ça permettra de constituer un dossier pour porter plainte contre l'auteur de ce harcèlement. Parce que beaucoup se disent que, ah oui, pas vu, pas pris. Parce que j'ai une adresse IP dans tel ou tel pays, parce que j'ai utilisé une technique précise pour éviter qu'on me localise. Et ça, avec ces outils, ça aide un peu, mais voilà, ça fait partie des outils. C'est déjà un début, mais il faut continuer, surtout à renforcer donc l'arsenal juridique. Oui. Merci Xavier pour ces précisions. Du coup, c'est exactement ça. Il y a vraiment un sentiment d'impunité parce qu'on se dit qu'on est protégé derrière son écran. En Martinique, moi en tant que Martiniquais, on appelle ça être une actrice clavier. Genre, on est fort derrière son écran. Bodyguard, ça a été créé par Charles Cohen en 2018. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Maintenant, il y a des influenceurs comme Bilal Hassani et Johan Pabst aussi qui lancent de plus en plus de pubs, mais pour le moment, il n'y avait que 815 utilisateurs en un an. C'est pas beaucoup, mais c'est bon. Comme il a dit Xavier, c'est déjà un début. Il y a eu 166 personnes qui ont été bloquées, qui se sont vues leur compte supprimé suite à des actes de harcèlement. Donc c'est déjà un début, et je pense que c'est en faisant des petits trucs comme ça, step by step, qu'on va y arriver. Dalila nous a fait un témoignage où elle s'en fout. Elle a appris ça de la manière la plus qu'on souhaite à tout le monde, de passer outre. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des associations comme La Main Tendue qui a été fondée par Nora Fraisse, qui est une mère qui a perdu sa fille à l'âge de 12-13 ans, qui s'est suicidée suite à du cyberharcèlement. Et du coup, dans cette association qui s'appelle La Main Tendue et qui lutte contre le cyberharcèlement. Ça se passe pas bien tous les jours. C'est ce qu'on va entendre aujourd'hui avec Kayla, qui va nous parler de son témoignage, qui va nous parler de son expérience à elle, son expérience personnelle par rapport au cyberharcèlement. Bonsoir Kayla. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé et ce qui s'est passé? Alors, moi, ça a commencé au collège, donc en 6e, très tôt. Donc, je sais que ces histoires-là, il y en a beaucoup qui le vivent pour de raisons différentes, des fois nulles. Moi, ça a commencé parce que donc j'avais 12 ans à peine, je savais même pas ce que c'est l'amour, je savais même pas ce que c'était un copain. Et donc au collège, j'ai rencontré une nouvelle personne, et il y avait des garçons qui étaient intéressés par moi, dont un qui était intéressé par moi, que j'ai même pas calculé. Et en fait, qui était donc l'ex d'une fille super, réputée dans le collège, etc., etc. Vous savez, au collège, c'est soit t'es une meneuse, soit t'es une suiveuse. Il n'y a pas de juste milieu, soit tu suis la reine ou tu la suis pas et tu te fais harceler, en fait. Donc, tout est parti de là. Au départ, c'était gentil, c'était des petites moqueries. Moi, j'étais une petite crevette, je pesais 2 kilos tout mouillé. Donc, c'était des petites moqueries sur le poids, des petites moqueries sur mes origines. T'es une chinoise, t'es une ceci, t'es une cela. Voilà, je répondais pas en fait. Et le souci, c'est ça, c'est que les gens qui harcèlent, en fait, quand tu réponds pas, ils sont pas contents en fait. Ils veulent que tu pleures, ils veulent te faire du mal, ils veulent que t'en puisses plus, ils veulent te rabaisser en fait. Et moi, j'ai pas eu cet impact-là. Donc, heureusement, malheureusement, je sais pas.
Mais c'est parti plus loin, donc des bousculades, etc. Donc ça commence à te pousser à plusieurs. Et puis ça, c'est un effet de groupe, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a une qui t'aime pas, et puis il y a toutes tes copines, et puis ça bouge, en fait. Il y a toutes les copines des copines, et puis en fait, tout le monde t'aime pas, et tu sais pas pourquoi, en fait. Parce que t'es là, t'es gentil, t'as 12 ans, tu veux juste faire ta vie. Et ça a duré pendant 4 ans et quelques, donc jusqu'au lycée. Ok. Donc c'est quand même les années où tu profites avec tes copines, t'es jeune. Et ça a duré super longtemps, donc c'est parti après, donc ça venait sonner chez moi, c'est-à-dire que ça touche mes parents en fait, qui se disent mais attends, la petite, qu'est-ce qu'elle fait en fait enfin, En fait, voilà. c'était vraiment ça a commencé en 6e, tu nous rappelles. C'est ça, ça a fini commencé aussi. super tôt. Ok. Et ça a fini, oui, en début seconde. Et tu me disais qu'à cause de ça, du coup, t'as raté des heures de cours. Donc en fait, moi je venais en cours, je voulais plus en fait, j'étais avec des filles que j'aimais pas, je savais pas comment elles pouvaient arrêter de faire ça. Moi ça va, Dieu merci, j'ai les épaules pour, mais j'avais des copines qui venaient plus, qui ont dû changer d'établissement, etc. J'ai des copines qui se sont fait frapper par terre par ces filles-là en fait. Donc moi je venais plus en cours, je m'absentais, je séchais. C'est là que tout a commencé en fait. Et est-ce que tu en as parlé autour, genre à ACPE Alors moi directement non, je sais qu'une de mes meilleures amies en a parlé parce que du coup elle s'est fait frapper, c'est arrivé aux oreilles de la directrice, etc. Et moi j'étais avec elle. Donc après on en a parlé grossièrement un petit peu parce qu'on était jeunes. Franchement ça a eu au zéro impact. On en a parlé à la assistante sociale. Enfin, elle est partie par l'assistante sociale pour changer de classe, changer des places, voir avoir une solution. Zéro impact, à part les convoquer, leur dire oui, arrêtez de faire ça. À part ça, rien du tout en fait. Donc c'est vraiment pas. Après, j'espère que ça a changé actuellement, mais à l'époque, le harcèlement c'était naturel quoi. C'était pas quelque chose de choquant. Et est-ce que ça s'est. Du coup, là, c'était vraiment du harcèlement pur et dur. Ouais. Est-ce que ça s'est propagé ensuite par la suite sur les réseaux sociaux? Oui, ça s'est propagé dans un premier temps. Donc sur Facebook, j'avais un compte Facebook, je sais pas, en 5e, quelque chose comme ça. Donc c'était à base de, tu prenais une photo avec quelqu'un, la personne mentionnait, c'était qu'est-ce que tu fais avec cette pute? Donc j'avais clairement 13 ans, donc être une pute, je savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce que tu fais avec celle-là? Non, je voyais tous les commentaires de gens que je connaissais même pas, je savais même pas qui ils étaient en fait. Et donc j'ai supprimé Facebook en fait. Et je suis partie vers ma 3e peut-être sur Twitter. Et là, je bloquais tout le monde. Tous les gens que je connaissais, je les bloquais. Je voulais vraiment ma vie avec mes réseaux, les gens que je connaissais sur les réseaux en fait. Et en fait, il y a un site, une application, je sais pas, qui s'appelle Ask. Donc qui était je sais pas maintenant c'est quoi Ask, F3. c'est maintenant F3, vous savez, c'est les applications où on peut poser des questions en anonyme aux personnes. C'est ça. Donc oui, c'est le F3 d'aujourd'hui ou je sais plus c'est quoi le nom. Mais oui, du coup en fait, moi j'étais juste sur mon réseau tranquillement et je recevais des insultes, des demain, en sortant du collège, ceci, cela, c'est-à-dire j'étais toujours prêt à me battre. À toute sortie de collège, je savais que j'allais me taper. Take life. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment ça en fait. C'était des menaces tout le temps. Donc dans ma vie, chez moi, dehors, devant chez moi, on m'appelait. Je sais que sur les rues de ma ville, ça fait un petit moment. Tous les matins, le passage de chez moi à mon collège, en fait, il y avait mon nom avec mon numéro de téléphone, avec écrit oui, appelez-la, c'est une pute. Donc, je trouve ça ouf à cet âge-là de faire des choses comme ça. Et tous les matins, je passais par là et je le voyais en fait. Donc, j'ai dû changer de numéro de téléphone, on m'a harcelé. Et comment ça s'est arrêté? Comment ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce que tout simplement, en fait. À force de te battre, parce que je me suis battue peut-être 10 fois, à force de te battre, en fait, ils voient que tu te laisses pas faire. Et ça, Dieu merci que je suis comme ça, que j'ai un peu d'épaule, parce que je sais que les filles qui se sont laissées faire, elles ont fini très très mal, en fait. Donc à force de te battre, en fait, il y en a qui font, en fait, non, c'est pas une voleuse, donc je vais aller de son côté, je vais être copine avec elle. Et puis plus en plus, et au final, tu vois que t'as rien contre elle, en fait. C'est une fille, elle demande rien. Tu vois, elle a rien fait, elle demande rien. Donc les gens, ils se rendent compte petit à petit, ils grandissent en même temps. Donc après, voilà. Et au lycée, j'étais avec elle, j'ai changé vite de lycée parce que je me suis dit, c'est pas possible de retourner dans les démons du passé, même si ces filles, elles me veulent plus rien maintenant, je vais pas rester à être dans un cocon, en fait, où j'ai pas été bien, en fait. Avec des personnes toxiques. C'est ça, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Kayla. Quand j'ai commencé à préparer un peu l'émission, je suis parti sur Twitter pour ouvrir un peu, j'ai tapé cyberharcèlement. Je n'aurais jamais dû faire ça. Déjà, je suis tombé sur des trucs super horribles. Et après, j'ai vu aussi des commentaires qui sortaient un peu par-ci par-là qui disaient que le cyberharcèlement n'existe pas. C'est en fait, si tu veux pas te faire harceler sur Internet, t'as qu'à fermer ton téléphone et tu vois plus les messages haineux. Mais en fait, là, c'est vraiment la logique où c'est toi qui dois faire attention de ne pas te faire harceler au lieu de, en fait, juste dire aux gens d'arrêter d'harceler les autres, en fait. Et je trouve ça un peu
aberrant de devoir arrêter sa vie parce que tu te fais attaquer au lieu de se dire qu'en fait non, c'est la logique contraire et en fait le cyberharcèlement existe, oui, et c'est les gens qui te harcèlent qui doivent s'arrêter. Est-ce qu'on est d'accord avec moi là? Est-ce qu'on me suit? D'accord, merci, j'étais pas sûr qu'on me suivait. On a parlé de Facebook, Kayla s'est fait harceler sur Facebook, Dalila aussi, et Facebook, c'est 37% de personnes qui se font cyberharceler sur Facebook par rapport aux inscrits. Là, au niveau des statistiques, nous, pour notre rapport sur l'homophobie 2019, à SOS Homophobie, on a recensé 383 témoignages. Donc, ce sont des témoignages de victimes qui viennent nous le dire. Ok. Et la chose, ce qui remonte le plus, c'est Twitter et Facebook. Les deux représentent 46% des signalements quand on le voit. Tu vas dire, bon, waouh. Et la chose, c'est que sur Twitter, là, ils ont récemment modifié donc, leur politique de protection, de confidentialité, en disant, oui, bon, il y a plusieurs catégories. Mais le problème, c'est que certains, ils arrivent à contourner les interdictions en utilisant les bons mots, des mots-clés, on va dire, les plus anodins, comme si, ça ne va pas m'agresser. Mais quand on lit dans l'intégralité le propos, c'est blessant. Et le pire, c'est que quand des victimes donc, font plusieurs signalements, quasiment sur toute une semaine, voire 2-3 mois d'affilée et qu'il n'y a rien, c'est très frustrant. Et là, concernant Facebook, bon, là, je suis pas trop dessus, mais pour autant, ils essaient de modifier les choses. Mais ça reste encore. Parce que, il suffit que quelqu'un copie, par exemple, une vidéo, même, par exemple, sur Snapchat. Et le pire, c'est qu'avec Snapchat, même si ça reste, entre guillemets, dans un temps court, mais la personne a la possibilité de dupliquer l'information. Et donc là, il faut vraiment obliger les opérateurs à réagir le plus rapidement. Parce que quand on voit que des propos restent, des agressions restent, des incitations, soit au viol ou au meurtre, restent pendant très longtemps, tu te dis, mais attendez, c'est pas possible, quoi. Bon, même s'il y a une proposition de loi donc, sur les luttes contre les haines en ligne, bon, il propose de réduire ce délai à 24 heures, mais il faudra voir vraiment l'effectivité de cette mesure. Et c'est là où les associations comme SOS sont très 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 vigilantes. Parce que c'est bien beau de faire des textes, mais c'est l'efficacité concrète. Il faut voir si les opérateurs tels que Twitter, Facebook vont vraiment appliquer la mesure. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on veille, quoi. Merci Xavier pour ce petit éclairage. Alors, du coup, Twitter, ça a été l'enfer, par exemple, pour Bilal Hassani. Je pense que en fait, quand les personnes deviennent... les célébrités sont les plus à même à se faire cyberharceler en masse, comme Bilal. Je ne sais pas si vous étiez sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous avez vu un peu le déferlement d'insultes qu'il y avait. Mais pour l'Eurovision, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était vraiment des menaces de mort, des sales PD, des tu sais pas chanter. En plus, je parle parce que je suis fan, mais les gens disent qu'ils savent pas chanter juste parce qu'ils sont homophobes, mais ils savent chanter. On est d'accord. Les sites du gouvernement proposent des solutions en tant que personnes qui se font harceler pour pouvoir justement éviter au maximum de se faire harceler. Il propose de préserver au maximum nos informations privées. Par exemple, sur Facebook, du coup, il propose par exemple d'utiliser des surnoms, de mettre des paramètres de confidentialité les plus stricts que possible pour éviter que des personnes extérieures, des personnes qu'on ne connaît pas, viennent sur nos profils et prennent des informations qui ne devraient pas avoir puisqu'on ne les connaît pas. Sécuriser nos mots de passe. Je sais que parmi les gens, on aime beaucoup partager nos identifiants, mais... On a vu et revu les amitiés quand on est jeune, ça va et ça vient. Et il suffit qu'on se fâche avec une personne et qu'elle a notre mot de passe et qu'elle décide de faire ce qu'elle veut avec. On a tendance à penser que le cyberharcèlement, c'est que pour les jeunes, c'est que les enfants. On parle beaucoup d'écoles là. Mais est-ce que vous connaissez la Ligue du LOL? Non? La Ligue du LOL? La Ligue du LOL.
Alors la Ligue du LOL, bah justement, ça a un petit peu rejailli dans mon environnement professionnel. Parce que je travaille dans une agence de relations publiques et on travaille beaucoup avec des journalistes. Et ça a été un séisme dans le monde journalistique parce que c'est quelque chose qui est assez connu, notamment dans les écoles de journalistes. Et donc on a vu des personnes assez connues comme ceux qui sont à quotidien, comme Martin Veil et Hugo Clément de Convini, qui ont été, on va dire, accusés par Nassira El Moadem, qui était au Bondi Blog, d'harcèlement, de cyberharcèlement aussi. Et donc, en fait, c'est des pratiques qui ont émergé, mais qui sont un petit peu tabous, mais qui sont quand même assez connues du monde journalistique, du monde de la communication en général. Voilà. Merci, Tiara. Voilà, on se rend compte que le cyberharcèlement, ça ne touche pas que les enfants et que nous aussi, on est tout à fait des cibles potentielles et c'est d'autant le cas pour se protéger davantage. Je sais qu'avec Instagram, Twitter, on a vraiment plein de facilités. C'est facile d'avoir des informations. On sait très bien que si on veut avoir des informations, par exemple pour stalker nos ex, on arrive. Donc si quelqu'un veut nous attraper, il va y arriver aussi. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Chigo Ladurée et je suis une drag queen de 16 ans parisienne. La toute première expérience que j'avais eue, c'était quand j'étais en 4e à mon collège et il y avait un site inventé appelé Gossip et en fait c'était une façon d'écrire des messages dans le dos de tes contacts, de gens que tu connaissais, d'une façon anonyme et de raconter des histoires anonymement. Et du coup, dans mon école, t'avais beaucoup d'étudiants en fait qui me prenaient en photo parce que j'étais très flamboyant, je m'habillais d'une façon plutôt extravagante, je m'avouais pas mal. Et ils me prenaient tous en photo et ils publiaient tous sur ce site en me traitant de PD, en me disant qu'ils allaient tous me tuer, que j'allais crever en enfer, j'allais brûler en enfer. Enfin, toutes sortes de commentaires qu'on ne devrait pas dire à un enfant de 12 ans. Et c'était pas du tout un bon souvenir, on va dire. J'ai eu plusieurs expériences avec ce sujet. La deuxième fois que je me suis fait cyberharceler, c'était cet été, et c'était par rapport à mon drag, et c'était pas des gens homophobes, c'était deux gays, deux amis qui ont décidé d'aller sur mon compte pour me cracher dessus. Et ils m'avaient traité de tous les noms, ils avaient dit que j'avais aucun talent, que j'allais arriver nulle part dans la vie. Et t'en as un qui est même arrivé à me dire que je devrais me pendre, et que j'étais une tragédie, que je servais à rien dans cette terre, et que mon art était juste nul en fait. Et c'est vraiment la première fois en fait où j'avais honte de mon drag. Et ça a duré quelques jours. Mais en fait après je me suis rendu compte que en fait mon drag je le fais que pour moi. Pour être mentalement stable, parce que ça m'aide mentalement. Dans les témoignages que vous recevez à SOS Homophobie, qu'est-ce qu'il en ressort avec le rapport? Donc, là, ce qui en ressort, c'est que à 72%, donc, c'est plutôt de la gayphobie qui en ressort des témoignages donc, liés donc, aux agressions donc, LGBT-phobes, résultant donc, des réseaux sociaux. Au niveau de la lesbophobie, 27%. Mais pour autant, les manifestations de ces agressions sont diverses. Il peut s'agir soit d'insultes à 43%, de rejet, c'est ce qui revient le plus souvent, à 84%, et de discrimination. Et d'autre part, l'outing peut servir de violence parce que quand vous êtes lesbienne, gay, bi, trans, queer et plus, votre identité vous appartient. Et quand quelqu'un d'extérieur cherche à vous nuire en révélant, en exposant votre identité sans votre assentiment, sans votre accord, c'est une violence parce que derrière
ben, on voit l'univers qu'on a construit s'effondrer parce qu'on a peur des conséquences. Et donc là, ça, c'est en cela que l'outing constitue une violence. Du coup, l'outing, je pense que vous savez un peu ce que c'est, l'outing? C'est quand on dévoile notre homosexualité sans notre consentement, sans qu'on soit prêt, etc. C'est ça. Au cas où je parle pour les gens qui sont dans le public, pas pour vous qui écoutez le podcast. Voilà. Au niveau des signalements, on a reçu 383 signalements. Regardons par rapport à une année, c'est énorme. Quand on compare aussi aux agressions lesbophobes, en général, c'est 365 agressions lesbophobes. Et donc là, quand on voit que pour les agressions liées, donc, on va dire, tout ce qui est cyberharcèlement, quand on est à 383, c'est juste démentiel, quoi. Et c'est pour cela nous, lorsqu'on reçoit donc les témoignages, donc soit par le biais de notre ligne d'écoute ou par le biais de notre site internet, ben on accompagne au maximum. Et bien sûr, le réflexe qu'il faut avoir, c'est que quand vous êtes témoin ou quand vous êtes victime de propos LGBT-phobes ou même racistes, sexistes et en tout genre, ben, premier réflexe, il faut utiliser donc la plateforme Pharos. Bon, c'est un outil de signalement qu'on peut utiliser donc que ça soit sur son téléphone ou son ordinateur. Et ça permet de copier-coller surtout le lien correspondant au propos. Et après, donc, il y a la possibilité de signaler le propos LGBT-phobe, raciste ou sexiste, donc directement sur la plateforme. Mais pour autant, reste encore l'autre dimension. Mais là, ça fait rentrer donc, dans la phase judiciaire où on peut recourir à un huissier de justice pour faire constater, attester donc, le propos lié donc, au cyberharcèlement. D'accord. Merci Xavier. Donc, merci beaucoup pour ces informations et tout. Donc, je vais revenir vers toi encore après parce qu'on a encore un sujet sur ça. C'est ce qu'il disait. Il y a plein de pratiques à avoir, donc de signaler, en fait, de savoir que même si tous les signalements n'arrivent pas à un résultat, au résultat attendu, mais en fait, il faut signaler quand même. Il ne faut pas avoir peur de signaler, d'en parler pour pouvoir y arriver. Sur Twitter, on a le retweet ou le retweet facile. On partage beaucoup de choses et lorsqu'on est face à ce genre de situation, on a tendance à relayer en fait le propos de l'harceleur pour montrer en fait au grand jour que regardez, il a dit ça. On veut tenter justement de sauver la personne qui se fait harceler, mais on met le harceleur en position à son tour en position de harceler. Dans ces cas-là, quand on voit un propos de cyberharcèlement, vaut mieux on signale le propos, on bloque la personne, on fait un petit tweet pour dire allez bloquer, signaler et on évolue. C'est le cas avec, je sais pas si vous connaissez, alors j'ai son nom, elle s'appelle Agnès Serigele. I don't like her. En fait, c'est une adhérente de la République En Marche. Une adhérente de la République En Marche. Elle n'y est plus, mais elle dit toujours qu'elle y est. Oui, du coup, c'est Agnès, un peu la star des réseaux sociaux en ce moment parce qu'elle déverse toute sa haine sur le lobby LGBT, comme elle dit, du coup, contre les méchants LGBT. Donc, toute sa vie, c'est tweeter des propos haineux contre les personnes queer et même contre... Elle s'attaque à tout le monde en fait, elle sait pas où se poser. Je pense qu'elle a été refusée de la politique, elle essaie de se faire une nouvelle réputation on Twitter. But anyway, girl, you block. Bloquer. Voilà. Donc, on va continuer avec un autre témoignage. Là, on va parler de la e-réputation, de la réputation sur Internet, qui entache très rapidement la réputation dans la vie réelle. On a un témoignage de Joanne qui nous raconte un peu comment, avec un simple message où quelqu'un a posté quelque chose qui disait qu'il était atteint de maladie et qu'il était une mauvaise personne, comment ça s'est propagé et comment ça a fait que sa vie est devenue un enfer. On n'entend pas.
On n'entend pas. Bref, je vais vous faire un résumé, je vais les mettre au truc. En fait, il nous raconte qu'en fait, il y a eu un message qui était posté contre lui. Un message qui disait que c'était une mauvaise personne qui était atteinte de MST. Et en fait, la rumeur a commencé à se propager. Et il a appris ça par un ami à lui, qui est venu lui demander comment ça va. Et du coup, il s'est dit comment ça va, what? Et du coup, on lui a envoyé le message. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait tout ça qui commençait à prendre de l'ampleur. Et ça a très vite pris de l'ampleur parce que du coup, il est LGBT et il est antillais. Et le milieu gay, notamment antillais, est très petit. Et les infos se propagent très rapidement. Du coup, en quelques minutes, j'abuse un peu. En quelques jours, du coup, tout le monde était au courant de la réputation. Et il s'est rendu compte que il y avait énormément de personnes qui venaient lui parler, qui ne connaissaient pas forcément, pour avoir des informations sur est-ce que c'est vrai. Et en fait, juste le fait de devoir te justifier sur un message qui était posté contre toi, c'est déjà une première violence, c'est déjà une première cause. Il a eu la chance d'être bien accompagné, mais il a eu des pensées suicidaires, des pensées très sombres à cette période de sa vie. C'est l'une des raisons les plus probables aussi de cyberharcèlement, c'est créer des rumeurs, envoyer des messages diffamatoires, usurper l'identité d'une personne. Est-ce qu'on parle de irréputation sur les jeunes qui vous appellent à SOS Homophobie? Alors, au niveau de la irréputation, donc au niveau des témoignages, donc on n'a pas eu ce cas. Mais pour autant, une victime, donc quel qu'il en soit, dans le cadre d'un cyberharcèlement donc lié à son orientation sexuelle, plutôt son identité sexuelle par rapport à son genre, elle a la possibilité de recourir donc au droit avec le règlement général règlement général de protection des données personnelles, où elle peut demander donc un droit à l'oubli auprès de l'opérateur, parce que quand on voit les conséquences d'une rumeur par la suite dans la vie sociale, affective et professionnelle donc d'une victime, il est important de la protéger. Et c'est avec ce droit à l'oubli que ça participe à cela. Il faut la protéger. Ça, c'est capital. C'est une mesure assez récente qui doit avoir à peine 10 ans. Et c'est obligatoire sur aussi bien les comptes tels que Twitter, Facebook ou encore les moteurs de recherche comme Google, Yahoo. Ils sont obligés de prendre en compte cette réclamation. Mais par contre, si c'est dans le cadre de l'auteur, par exemple, d'une agression donc LGBT-phobe, sexiste, misogyne, mais lui, il ne pourra pas en bénéficier. Parce qu'il y a déjà une action judiciaire et il est important que ces éléments-là restent. Et donc, par conséquent, le règlement européen protège la victime. Et donc là, ça, c'est important que toutes et tous n'hésitent pas à en faire part. D'accord. Merci encore, David. C'est encore David. Je vais passer sans transition à un nouveau cas qui est le fléau des nudes. Vous ouvrez vos yeux, on est tous jeunes ici, on sait très bien ce que c'est. Les nudes, ça va quand c'est consenti. D'accord? Ça va quand c'est consenti. Je pense que c'est d'envoyer un nude, c'est bien, que tu veux, que la personne est consciente du truc. On y va, y a pas de souci. Mais à partir du moment où ça devient récurrent, sans réponse. Vous savez que si vous envoyez un nude à une personne aujourd'hui, que la personne ne répond pas, si vous lui envoyez demain, c'est du cyberharcèlement. Il y a aussi le cas du revenge porn. Et quand vous avez votre relation, donc elle se termine soit bien, soit mal, ou dans le cas du revenge porn, c'est une relation, une rupture amoureuse qui se finit très mal, où l'un des partenaires, que ce soit la femme ou l'homme, ou les deux hommes ou les deux femmes, l'un des partenaires utilise donc des photos intimes en vue de nuire à la réputation de son ex-conjoint, parce qu'on s'estime blessé. C'est comme si l'ex-conjoint, tu es ma chose, tu n'aurais jamais dû me quitter, mais par conséquent, je vais te le faire payer. Et donc là,
c'est venu donc des États-Unis. Il y a eu plusieurs affaires assez importantes. Et ben maintenant, donc au niveau du législateur français aussi, ça a été pris en compte parce que vraiment ça prend des dimensions, mais juste incroyables quoi. Oui, c'est juste un fléau, le revenge porn et tout ce qui est lié à toutes ces un peu ces attaques un peu à caractère sexuel. Kayla, tu peux reprendre le micro parce que tu en as fait les frais et tu en fais encore. Tu es toujours sujette à ce genre de harcèlement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Alors moi, c'est vrai que quand je t'en ai parlé, puisque je t'en ai parlé comme ça ouvertement, j'avais pas le recul dessus pour me dire que c'était du harcèlement en soi. Sur Instagram, je reçois peut-être 2-3 fois par jour des fois des nudes de garçons que je ne connais pas. Pourtant mon compte est privé, donc, et j'en ai parlé à des copines, plein de filles subissent ça. Donc mon compte est privé, personne, enfin à part mes amis, personne n'a mon compte. Pourtant des comptes avec 2-3 followers donc m'envoient leurs membres en train d'éjaculer, donc c'est super. Et en message toujours. Et en fait le souci c'est que sur Instagram, un message ne se signale pas. Un compte se signale, des photos se signalent, mais des messages ne se signalent pas. Et à part bloquer, supprimer le compte et qui t'en renvoie un autre et un autre et un autre, il y a plein de filles qui subissent ça. Et moi, Dieu merci, je suis une grande fille, mais je me dis sur Instagram, ils ne connaissent pas mon âge. Ils savent pas à quel point je suis sensible à ça en fait. Donc il y a des filles très jeunes, de 12-13 ans, qui sont sur Instagram et qui sont susceptibles de recevoir des choses comme ça. Je trouve ça incroyable en fait. Donc à part moi leur répondre va en enfer, je peux rien faire en fait. Je peux vraiment rien faire et c'est vraiment ça. Et je trouve ça vraiment dégueulasse et incroyable quoi. Va en enfer et mange tes morts. C'est ça. C'est ça. Et sois maudit. Et recevoir tout ça 3 fois par jour. En fait, maintenant, Bah, j'ouvre plus. Bah, tu as vu, quand j'ai reçu Ouais. le message, je me suis dit, bon, c'est bon, bah, c'est toujours ça, en fait, j'ouvre plus. Et à part les bloquer. Mais ces gens-là, en fait, ils s'en foutent que tu les bloques ou que tu leur dises quoi que ce soit. Je sais pas quel besoin ils ont, quelle satisfaction ils ont de faire ça, mais ça peut tomber entre des mains de jeunes filles, en fait. C'est ça qui me choque le plus, en fait. Parce qu'en fait, il faut mettre les mots sur les choses. Ce sont des agressions. Tant que on vous attaque sur Internet, ça aura beau avoir tous les noms que vous voulez, revenge porn, cyberharcèlement, ce sont des agressions. Et les agressions, c'est pas forcément ce qui vous donne des coups, qui vous envoie à l'hôpital. C'est aussi ce qui agit sur votre mental, sur votre santé mentale et sur votre vie au quotidien. Donc n'ayez pas peur d'en parler. Je sais que j'ai des gens qui ont subi des choses au lycée, qui sont maintenant en licence, en dernière licence, et qui ont toujours peur d'en parler par peur justement d'avoir des représailles. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle ne voulait pas en parler encore aujourd'hui de trucs qui se sont passés en seconde, alors qu'elle est en L3 maintenant, parce qu'elle a peur que les personnes qui l'ont attaquée reviennent vers elle pour recommencer. Donc ça laisse vraiment des traces, et il ne faut pas prendre ça à la légère. Si vous avez des gens autour de vous qui subissent ce genre d'attaque, n'hésitez pas à lui donner des conseils sur ce qu'il peut faire, à en parler autour de vous pour savoir ce que vous pouvez lui dire, et lui conseiller d'aller vers un organisme qui puisse la prendre en charge. Moi, c'est Gatien. Moi, j'aimerais juste poser une question à... Xavier? Non. Kayla? Kayla. Je sais pas si je suis pas trop Instagram. Oui. J'ai des amis et tout. Mais après, j'aimerais savoir si tu n'es pas ami avec quelqu'un, la personne peut t'envoyer directement un message. Oui, ils peuvent. Et tu peux accepter ou refuser le message, en fait. Ah ouais? Ils peuvent t'envoyer un message, donc un message privé, soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Même si vous n'êtes pas amis. Attention, ouais. Ah ouais. Ouais, sur Instagram. Ok. C'était juste ma question. Merci, Garcia. C'était une bonne question. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit il y a un moment dans tout ce que tu as dit. Tu as dit celui qui n'agit pas, c'est aussi une forme d'action. Sauf que je fais de la prévention dans les collèges et dans les lycées. Et parfois, c'est pas ne pas agir pour ne pas agir, c'est ne pas agir par peur aussi. Et je pense que c'est important de le dire parce que souvent, ils ont cette culpabilité de ne pas agir sur les épaules quand on parle avec eux, de ne pas savoir quoi faire. Mais dans les collèges et lycées, on ne les entend pas forcément. Et eux, ils n'ont pas envie d'être aussi la cible. Donc d'être la personne qu'on va victimiser, qu'on va harceler, qui va prendre cher. Et donc ces personnes-là aussi, elles se sentent mal, elles ont un rôle dans lequel elles se sentent mal. Et il y a aussi ce truc-là où il faut savoir comment les accompagner, ces personnes-là. Parce que si on n'a rien à leur proposer, au final, elles vont venir nous voir. Et dans les collèges, etc., elles vont être traitées de poucaves. Moi, je sais que quand je parle avec des jeunes, ils me disent, je ne vais pas te raconter ce qui se passe parce qu'au final, c'est moi qui vais prendre, c'est moi qui vais me faire taper à la sortie. Et donc voilà, juste ça.
Merci, c'est une très bonne information. Oui. C'est sûr que, en fait, c'est sûr qu'avec, comme dit encore une fois, la loi du plus fort au collège, de peur de se faire, du coup, à son tour harceler, on n'ose pas parler. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser davantage pour que premièrement, ça puisse diminuer et que les jeunes soient de plus en plus informés pour se dire qu'en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur et que juste un mot de manière anonyme, ne déposer, je sais pas, ne serait-ce qu'une lettre anonyme pour dire qu'un tel se fait harceler. Voilà, c'est des petits gestes, mais qui peuvent sauver des vies, qui peuvent sauver des gens. J'ai deux questions, donc une pour Kayla et une pour Xavier. Kayla, je voulais savoir, est-ce que avec tes parents, enfin je sais pas si tu en as parlé avec tes parents, mais est-ce que vous avez pensé peut-être à aller porter plainte, ou est-ce que c'est quelque chose qui est rentré à un moment dans ton mécanisme de défense ou pas? Et pour Xavier, je voulais savoir, au niveau de SOS Homophobie, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des subventions gouvernementales? Est-ce que vous vous sentez accompagné par les services publics? Voilà. Alors moi du coup, malheureusement non, j'en ai pas parlé à mes parents, tout simplement parce que c'est bête, mais on a honte en fait quand on se fait harceler. On sent pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une fierté en fait. C'est pas une fierté, t'as pas envie de dire ça à tes parents qui s'inquiètent pour toi. Enfin, c'est compliqué, surtout quand ça venait sonner chez moi, en fait. Tu dis non, il n'y a rien, c'est des petites histoires de collège, etc. Et c'est pour ça que je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que faut pas avoir honte, en fait. Les personnes harcelées sont pas des personnes honteuses, c'est les personnes qui harcèlent, en fait. Faut savoir que j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est de ma faute, en fait, c'est moi. Mais non, faut jamais penser ça, c'est jamais de sa faute si on se fait harceler, c'est jamais soi. Il faut tout sauf avoir peur de parler à qui que ce soit. Et je me dis à un moment, en fait, à part faire de la prévention, etc., les jeunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de choses, et je comprends pas de quelle manière, en fait, ça peut se propager autant actuellement, en fait, parce qu'à la rigueur, avant, le problème était gros, mais pas encore traité. Mais à l'heure actuelle, avec toutes les préventions, tout ce qu'on fait, en fait, je comprends pas que ça soit sur les réseaux ou en vrai, comment ça peut pas être réglé, en fait, ce souci-là. Parce qu'il y a des morts tous les jours et ça me fait beaucoup de peine, en fait. Donc voilà. Et donc, Diarra, pour te répondre, au niveau, nous sommes une association donc, qui fonctionne avec des bénévoles. Certes, il y a des subventions, comme toute association, mais aussi on fonctionne avec les cotisations des adhérents. Et on a récemment donc monté donc, un fonds de dotation SOS Homophobie qui participe. Ben, c'est grâce à on a fait donc une campagne Ulule il y a 2-3 mois, si je ne me trompe pas, et qui nous a permis donc de récupérer des fonds pour financer donc des actions de prévention, mais aussi de soutien. Et quand on met en place donc une ligne d'écoute, quand on met aussi un site à disposition donc, pour récolter les témoignages et que vient donc se faire par la suite un travail de soutien juridique, parce qu'on accompagne donc les victimes juridiquement dans leur démarche, et ben, y a un coût. Et donc malgré tout, ben, on est là, on les soutient. On se porte aussi partie civile pour donner une force supplémentaire à la victime, parce que quand on voit récemment donc il y a eu donc l'agression de Julia qui sur la place de la République parce qu'elle est transgenre, et donc là ben nous en tant qu'asso on l'a accompagnée. Et quand une victime donc ben, que ça soit par une agression morale, physique, ou encore une incitation à la haine ou une incitation au viol, ben, elle cherche à obtenir réparation. Et c'est par le biais de la justice qu'elle parvient à se faire réparer. Hélas, ça ne marche pas tout le temps, mais nous, les associations, on fait un travail de veille. Bon, aussi, nous sommes les mouches du coche, pour dire qu'il faut former d'une part les officiers de police judiciaire. Donc là, ça c'est un travail donc, qui est fait par l'association la FLAG. Donc là qui participe donc, à la formation des OPJ, mais aussi de tous les militaires, autant que possible sur tout le territoire pour qu'ils soient formés sur le traitement d'une plainte d'une victime LGBT, parce que aussi bien pour une victime
pour les femmes, c'était très, très, très compliqué il y a 10 ans pour qu'une femme puisse, d'une part, aller au commissariat, voir sa plainte prise en considération, parce qu'on lui disait « Ah oui, mais c'est vous qui regardez votre tenue, c'est vous qui l'avez cherché. » On dit non, non. Et donc là, c'est un travail de formation, pédagogique régulier qu'il faut faire. Et ça se fera aussi au niveau des magistrats. Parce que là, vraiment, c'est capital que tout le monde soit formé en matière de LGBT-phobie. Donc, je vais demander un dernier mot à chacun des intervenants. Daïla, tu peux revenir. Et Kayla, tu peux commencer si tu avais un mot pour finir, pour conclure, tu dirais quoi? Alors, pour finir, faut pas penser que quand on se fait harceler, on est quelqu'un de fragile ou de faible ou quoi que ce soit. Moi, ça m'a beaucoup endurci à l'heure actuelle. Personne ne peut m'atteindre à part mes proches et ma famille. Et je peux dire que les personnes qui sont harcelées et qui subissent ça deviennent des personnes très fortes et sont même actuellement des personnes très fortes. Donc aucune honte à porter de ça et toujours essayer de s'en sortir et de parler à quelqu'un et voilà, trouver une solution. Merci. Davier? Alors, ça sera dans la continuité de Chiara. Kayla, excusez-moi. Et il ne faut pas hésiter à porter plainte. N'hésitez pas. Il y a des associations. Vous pouvez aussi vous faire aider par votre famille. Au niveau scolaire aussi, n'hésitez pas à solliciter la CPE, l'infirmière. C'est bien de pouvoir en parler parce que c'est une douleur qui a des effets sur le long terme. Donc il est important d'y aller, de parler, même si ça prend du temps, mais ça fait rien. Il faut le faire. Voilà. Merci. Et Daïla, tu as un dernier mot? Moi, je dirais que la personne que tu dois le plus écouter, c'est toi-même. Tu sais ce que tu vaux et même si les autres peuvent te dire le contraire, peuvent te rabaisser, peuvent essayer de te faire croire des choses. Et même si c'est dur à certains moments, toi, tu sais ce que tu vaux et tu sais qu'à un moment donné, ta force, elle te servira à quelque chose. Merci. Voilà, merci à tous. C'était le 10e épisode de Stronger Music avec Kayla, Xavier, Daïla, Chigo et Joanne. Merci à tous d'être venus présents. Vous pouvez vous applaudir. Donc c'était Stronger épisode 10 de cyberharcèlement les victimes des réseaux sociaux. Et voilà, donc on se retrouve dans un mois et demi pour un nouvel épisode. Donc je vous laisse. Alors il me reste encore quelques minutes avant d'atteindre la 50e minute qui marquera la fin de cet épisode. Donc j'en profite pour remercier le label Podcut Universe qui nous a vraiment aidé pour cet épisode d'un point de vue technique. Merci encore. Merci beaucoup à Léo qui est venu pour gérer tout ce qui est audio, micro. Merci à Julien qui est le directeur du label. Merci à tous les intervenants. Merci à Kayla, Daïla, Chigo, Joanne. Et merci beaucoup à Xavier de SOS Homophobie. Donc tout ce qui est lien pour vous informer, on vous met ça en commentaire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Stronger le podcast. J'en profite aussi pour vous dire que Stronger a reçu le prix Rokhaya Diallo Ne reste pas à ta place lors de la cérémonie d'article 1 et du programme Maison. Donc on est très très heureux d'avoir reçu ce prix. C'est vraiment une sorte de reconnaissance. La reconnaissance dont on avait besoin pour pouvoir nous rebooster et remonter, continuer à faire passer ces messages et lutter encore et encore pour toutes ces luttes si dures mais si belles à mener pour pouvoir avoir un avenir meilleur. C'était Noam, c'était Stronger, le point de la diversité. Passez une bonne journée, je sais pas où vous êtes, une bonne soirée, bonne journée, faites comme vous voulez. En tout cas, amusez-vous bien